Revenons au cours. Donc là, deuxième partie du cours, après avoir vu la nomenclature et travaillé dessus un petit peu, on va donc discuter de la spectroscopie. L'idée, c'est de discuter de l'interaction entre de la lumière et la matière, ou en tout cas, même de manière plus générale, c'est de l'énergie et de la matière. C'est-à-dire que on va envoyer de l'énergie sur de la matière, il va se passer des choses. S'il se passe des choses, on va en déduire des choses. S'il ne se passe rien, on en déduira aussi d'ailleurs des choses. On va donc être obligé de rediscuter de l'onde électromagnétique. Et pour ceux qui n'ont pas fait de physique depuis un petit moment, voilà, de discuter de qu'est-ce qu'une onde électromagnétique. On va à partir sur après discuter des différents domaines, c'est-à-dire que en fait les ondes électromagnétiques c'est quelque chose qui regroupe en fait une terminologie qui est assez vaste. Il va y avoir plusieurs, on va dire, sous-domaines dedans, et on va appeler ainsi des domaines spectraux. Puis on va aller regarder parmi ces domaines, qu'est-ce qu'on peut en faire pour de la chimie. Bon, tu veux plus passer? Voilà. Alors, l'interaction entre la lumière et la matière dépend de la matière et de la lumière. Et c'est-à-dire que si la lumière, qui est de l'énergie, qui arrive sur de la matière, peut provoquer quelque chose de spécifique dans cette matière-là, elle va provoquer ce phénomène physique. Alors, la réponse de cette matière-là, elle sera toujours la même, quelle que soit ta place dans l'univers. C'est une caractéristique, c'est-à-dire qu'en termes de physique, on est capable d'expliquer pourquoi ça fait ça, et ça le fera tout le temps. Il n'y a pas une question d'humeur, il n'y a pas une question de truc, c'est-à-dire que si tu fais un spectre infrarouge sur un composé, si c'est le même composé avec le même niveau de pureté, et si ton spectromètre infrarouge, il est performant et qu'il envoie correctement les bonnes ondes, il y aura toujours la même réponse. Et ça, c'est fondamental. Ça devient la réponse spectrale, c'est une carte d'identité, une réponse spécifique à notre matière. Quand on envoie de la lumière, on va parler d'un rayon incident. Il arrive sur le composé. Il peut y avoir rien du tout, c'est-à-dire que ça passe à travers. Il y a de la transmission. Donc déjà, c'est une information, ça veut dire qu'à cette longueur d'onde, à cette énergie-là, il ne se passe rien. Il peut y avoir de l'absorption, c'est-à-dire que l'énergie est absorbée par le composé parce que ça peut provoquer un phénomène physique particulier. Donc quand on a compris ça, c'est comme ça qu'on a commencé à pu voir, entre guillemets, la matière. Les atomes, on ne peut pas réellement les voir. Bon, maintenant il y a des microscopes à effet tunnel qui nous permettent de voir presque la matière à l'échelle atomique, mais pendant très très longtemps, on avait une vision indirecte de ce qu'était un carbone, de ce qu'était une liaison chimique. Cette vision indirecte, c'est la compréhension d'une réponse caractéristique d'un rayonnement. Si ça absorbe pas, ça peut dévier le faisceau. C'est-à-dire que plutôt que de continuer, il va être renvoyé. Donc dans ce cas-là, on va parler d'une réflexion, c'est-à-dire que l'angle de réflexion dépend de l'angle d'incidence. C'est souvent un effet de surface, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la surface de ta cuve qui va renvoyer une partie du faisceau, ou tout. On parle d'un effet miroir quand tu as une réflexion qui est presque totale. Ou alors, ça peut partir dans une autre direction, et on va parler d'une diffusion. Sur les techniques que nous allons utiliser et employer, on va se focaliser sur la partie absorbée et la partie transmise.
Mais il existe aussi des techniques qui sont qui vont regarder la quantité diffusée et la quantité réfléchie. Là, dans l'exemple avec les experts à New York, il envoyait de la lumière UV visible sur la surface du tableau et il regardait la quantité réfléchie. Et quand on fait ça, on est capable de voir des effets de surface, par exemple. La réflexion va changer en fonction des changements de la surface. Si la surface est bien lisse, la réflexion est uniforme partout. Si tu remarques qu'il y a des retouches avec une épaisseur et une surface qui changent, eh ben, tu vas voir que ta réflexion va changer. Une onde électromagnétique, d'accord? Donc on a ce phénomène-là, on a quelque chose qui oscille le long d'une propagation, avec en fait un côté champ électrique. Donc on a comme un champ électrique qui oscille et un champ magnétique qui oscille. Ça, c'est tout ce qui est lumière, mais aussi ondes radio, toute onde électromagnétique. Les ondes sonores ne sont pas des ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes de pression. C'est-à-dire que quand moi je parle, la quantité de matière qui est poussée par mon son va faire vibrer les molécules et ils vont faire des allers-retours. Et en fonction de la quantité de matière qui est en train d'osciller dans votre oreille, ça se diffuse comme ça et vous allez entendre des sons qui vont faire vibrer vos tympans. Ce n'est pas une onde électromagnétique. Par contre, la vision de la couleur, là vous êtes en train de regarder une diapositive avec du orange, du noir, etc., des couleurs, ça veut dire que, et du blanc, il y a beaucoup de blanc, ça veut dire que vous recevez des ondes électromagnétiques qui sont différentes pour chaque pixel de votre écran. Et votre écran, après, votre vision, elle analyse tout ça pour fabriquer une image en 2 dimensions, 3 dimensions. Quand on écoute la radio, c'est aussi une onde électromagnétique qui est traduite après en signal électrique. Les téléphones portables, c'est aussi une onde électromagnétique. Et justement, il y a cette discussion du fait, ah oui, mais c'est faible énergie ou pas. Et dans les caractéristiques importantes d'une onde, il va y avoir ce qu'on appelle la longueur d'onde ou la fréquence. La longueur d'onde, c'est la distance en mètres ou en nanomètres, ou en tout cas en multiples d'une longueur, qui sépare 2 sommets ou 2 creux. Et la fréquence, c'est combien de fois le sommet passe, ou combien de fois il y a un sommet qui passe par seconde. Donc on imagine que cette onde, elle se déplace, et plus il y a de sommets qui arrivent par seconde, plus il y a une fréquence d'oscillation élevée. Donc si vous imaginez en fait cette onde, si vous la décalez vers la gauche, comme si elle est en train de se translater, là ici vous aurez, en fonction de sa vitesse, qui est toujours la même, donc les ondes électromagnétiques se propagent à une vitesse que l'on appelle c pour célérité, en fait la vitesse de la lumière. Et plus il y a de sommets resserrés, ça veut dire plus il y a de sommets qui passent par seconde, plus ça veut dire qu'il y a une fréquence élevée, et ça veut dire que la longueur d'onde est courte. Donc la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Si vous imaginez que là, au lieu d'avoir ici un sommet, on va rajouter, on va aller 2 fois plus vite, c'est-à-dire que vous allez faire un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet. Donc là, en fait, dans la même longueur d'onde, vous auriez, dans le même diapositive, vous auriez 2 fois des sommets. La longueur d'onde, elle va être divisée par 2, puisque au lieu d'avoir une longueur d'onde entre là et là, on aurait une longueur d'onde jusqu'à la moitié. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de sommets qui vont passer par seconde, et donc quand la longueur d'onde est divisée par 2, la fréquence est multipliée par 2.
Ils sont inversement proportionnels. Voici un exemple. Voici un exemple dans un livre qu'on appelle le principe de chimie. Et ça, c'est des livres qui sont typiquement adaptés à votre niveau. Pardon. Alors, pour la bibliographie, ça me permet de parler un peu de bibliographie. Tout ce qui est principe de chimie, tout ce qui est en fait bac+1 avec la chimie générale, je pense que ce serait la bonne option pour ceux qui veulent compléter leur formation. Alors normalement vous avez le cours de chimie, on va dire générale, de rattrapage de chimie. Après, on m'a dit l'année dernière et les années d'avant que ça va quand même très vite. Si vous voulez vérifier, ou pas vérifier, mais si vous voulez tranquillement pouvoir le temps de relire des choses sur certains détails, vous pouvez prendre ce genre de livre. Le principe de chimie, c'est en fait, il y a plein de choses et c'est assez succinct à chaque fois, donc ça se lit pas de A à Z. Je veux dire, au bout de 3 pages, tu dors. Mais par contre, ça permet d'avoir des rappels ou en tout cas une explication où il y a un détail assez fin de chacune de ces notions. Donc là, il y a la version Atkins de Buck, mais vous avez l'équivalent chez Duno, vous avez avec par exemple chimie physique de chez Duno, mais il y a même chimie générale. Si vous avez le principe de chimie ou les essentiels de chimie générale, ça vous permet d'avoir des petites fiches qui permettent d'expliquer certaines choses. N'hésitez pas à... ben là c'est problématique. La BU de la Cato, elle est ouverte ou pas? Ouais, là, elle va ouvrir. On va pouvoir y aller mais que par une personne sur rendez-vous, un truc comme ça. C'est ça. Bon, ben, essayez de voir pour la BU, vous avez accès à la BU aussi, hein, et puis même la bibliothèque municipale, s'il y a moyen de réserver ce genre de livres, je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui estiment avoir des lacunes en chimie. Vaut mieux prendre le temps de repasser sur certaines notions, et n'hésitez pas à me poser des questions la prochaine fois qu'on se voit. Du style, j'ai lu ça. À la limite, après, tu prends une photo ou vous prenez une photo et vous envoyez bah, cette partie-là, ce paragraphe-là, je ne le comprends pas. Je peux reprendre un peu de temps pour essayer de faire ça. D'accord? Malheureusement, j'ai pas le temps de faire un cours général qui reprendrait tout. Hein. Donc je ne peux que essayer de vous permettre de comprendre certains passages. Voilà. Alors, dans une onde, quand on a une courte longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on a une distance assez courte entre deux sommets, quand il se propage, le sommet va revenir plus souvent. Donc la fréquence de passage des sommets est plus grande. Donc la longueur d'onde est courte, la fréquence de passage des sommets est plus grande. Si on imagine cette onde-là qui a une longueur d'onde plus grande, on voit bien que le sommet se déplace plus lentement et va passer moins souvent par seconde à un endroit donné. Donc là ici, on explicite le fait que la longueur d'onde est courte, la fréquence était élevée, la longueur d'onde est grande, la fréquence sera faible. On a découvert au début du XXe siècle que plus la fréquence est élevée, plus cette cette onde transporte de l'énergie. C'est-à-dire qu'une onde, c'est une énergie. Plus la fréquence est élevée, plus elle est énergétique. Alors, ça s'appelle la relation de Planck, qui relie E, l'énergie, avec H, qui était en fait une constante toute petite. En gros, c'était le début de la mécanique quantique. On a découvert que H est une quantité
infime, mais on ne peut pas donner toutes les valeurs possibles en énergie. C'est toujours un multiple de h. Et ça a changé pas mal de choses à l'échelle microscopique. Et nu, c'est inversement proportionnel à lambda fois c, c'est-à-dire qu'en fait c'est c sur lambda. C'est-à-dire que nu dépend de la vitesse. Donc la vitesse ici, c'est pas v, mais c'est carrément la vitesse de la lumière. On considère que les ondes voyagent à la vitesse de la lumière. Et donc c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc on a bien, comme c'est une constante c, on a bien nu qui dépend, qui est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Mais on a aussi fabriqué une unité spécifique qu'on appelle le nombre d'ondes, nu bar, qui est juste 1 sur lambda. Et je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en fait, il y a une des unités, enfin dans une des spectroscopies, ils utilisent cette longueur d'onde, et c'était pour des soucis pratiques, et je vais vous montrer pourquoi. À partir de là, quand on a commencé à étudier les ondes électromagnétiques, on est sur la fin du 19e et début du 20e siècle, on a remarqué que déjà d'une part, la vision, c'était une onde électromagnétique. On a appelé ce domaine-là le domaine du visible. Le domaine du visible, c'est autour de la centaine de nanomètres. Et en fait, nous, on voit pas grand-chose. Dans le domaine des longueurs d'onde, on a en fait accès à assez peu de longueurs d'onde. C'est très spécifique. On est entre 400 et 800 nanomètres. Et par contre, on arrive à discriminer beaucoup. C'est-à-dire qu'à quelques longueurs d'onde près, à quelques nanomètres près, c'est plus la même couleur. Ça passe du violet au bleu, au vert, au jaune, à l'orange, au rouge. En dessous du violet, c'est-à-dire avec une longueur d'onde plus basse, ça veut dire une fréquence plus élevée, nous avons quelque chose qui est plus que du violet, c'est de l'ultraviolet. Et au-dessus du rouge, c'est-à-dire au-dessus de 800 nanomètres, ou là ils mettent presque 1000 nanomètres, mais au-dessus de 800-1000 nanomètres, on a quelque chose qui est plus que rouge, mais comme la longueur d'onde, comme elle augmente, la fréquence diminue, donc on dit que c'est en dessous du rouge, c'est de l'infrarouge. Pour vous souvenir de quel est le plus énergétique, pensez tout simplement qu'un rayonnement ultraviolet est beaucoup plus mauvais pour la santé que de l'infrarouge. Si vous avez des UV et que vous êtes bombardé d'UV, au bout d'un moment, vous allez avoir des cancers de la peau, alors que si tu es bombardé d'infrarouge, tu auras beaucoup moins de problèmes. Donc là ici, le visible, c'est ce qu'il y a au niveau de l'œil. En dessous, c'est-à-dire avec des fréquences plus élevées, de plus en plus énergétiques, on a l'ultraviolet. Puis après, on a les rayons X. Donc les rayons X, c'est utilisé pour les ondes radio, d'accord ? Et c'est mauvais pour la santé. Parce que ce sont des rayonnements très énergétiques. À partir de là, après, on a des rayons gamma et des rayons cosmiques. Les rayons gamma, ça vient de réactions nucléaires, et les rayons cosmiques aussi. Et donc ça, c'est très mauvais pour la santé. En règle générale, les rayons gamma et les rayons cosmiques sont filtrés par la couche d'ozone, les rayons X aussi d'ailleurs. Mais voilà, en fonction s'il y a une catastrophe nucléaire, eh ben, les rayons gamma sont des rayonnements qui peuvent affecter fortement la santé. Au contraire, après le rouge, on a des rayonnements de moins en moins intenses, plutôt en termes énergétiques. Donc ça veut dire avec une fréquence qui diminue, ou une longueur d'onde plutôt qui augmente. Quand on est au niveau du micromètre jusqu'au millimètre, on est dans la gamme des infrarouges. C'est une gamme assez large en fait. Après, comme on va être dans les micro-ondes, d'accord, donc là c'est ce que l'on va utiliser par exemple dans les fours à micro-ondes. Et après on a les ondes radio.
Donc les ondes radio sont des ondes qui transportent ou moins d'énergie. On pourrait discuter du fait que certes, les antennes radio émettent peu d'énergie, mais elles l'émettent en continu. Et on peut pas. Il faut aussi prendre ça en compte dans la partie dangerosité entre guillemets. Un exemple, c'est que le micro-ondes en soi, c'est une onde qui a une faible énergie, mais je ne mettrai pas ma tête dans un micro-ondes en fonctionnement. Bon, normalement, tu peux pas fermer ta tête, mais voilà, un organisme ne survit pas dans un bain à micro-ondes pendant plusieurs minutes. Il va cuire. Donc, même si c'est un effet à faible énergie, le fait qu'il soit constant va provoquer quelque chose de dangereux. Donc on y reviendra là-dessus quand je vous expliquerai comment ça marche les micro-ondes après avoir discuté des infrarouges. On va faire un petit calcul rapide. Donc ici, là, vous avez un électron d'un atome d'hydrogène, d'accord, qui va passer à un état excité. Pour passer d'un état à un autre, il a besoin d'absorber 12,084 électronvolts. Vous voyez, c'est bien spécifique. Alors, pourquoi j'ai mis en avant là cet exercice, c'est que les énergies, en fonction des unités, en fait, on va avoir plein d'unités différentes. Et je vais vous montrer dans le tableau d'après, on fera un petit peu des calculs aussi. L'électronvolt, le but, c'est de faire des énergies qui soient pratiques quand on va écrire. C'est une unité de mesure d'énergie. Elle a été définie comme étant l'énergie acquise par un seul électron, accélérée avec une différence de potentiel d'1 volt. Elle est égale à 1,602 10 puissance moins 19 joules. Quelle est la quantité d'énergie en kilojoules nécessaire pour promouvoir une mole d'électrons? Et on voit en fait l'intérêt, c'est que le 1 électron-volt, c'est des 10-19 joules. Et en fait, les joules, c'est prévu pour être quelque chose de microscopique. C'est-à-dire, en fait, on a des joules par molécule. Mais quand on travaille par des moles, une mole d'électrons, ça correspond à 6,022 10 puissance 23 électrons. Et si tu fais des paquets aussi gros, tu vas souvent te trimballer des puissances énormes. Or, l'énergie par électron, elle est extrêmement faible. Mais si tu multiplies par Na, ça te permet d'avoir des puissances plus petites. Et ça te permet donc d'avoir genre des 10 puissance 3, le kilojoule, hein, c'est 10 puissance 3 joules, et c'est donc une unité qui est plus pratique. On va faire des paquets par mol, en fait là c'est des kilojoules par mol, pour essayer d'avoir donc des chiffres qui sont plus faciles à manipuler, pour éviter de se dire que c'est 1036 par exemple, 10 puissance moins 19 joules. Donc là ici, on veut une quantité d'électrons par mol. Donc là ici, en gros, tu as 1 électron-volt, c'est 1,06 10 puissance moins 19. Toi, tu dois promouvoir un électron, il faudrait 12 électron-volts. Donc il te faudrait 12 fois cette énergie par paquet de mol. Donc le calcul est là. Tu as 12 électron-volts, c'est 12 fois le nombre de joules qu'il y a. Donc ça ferait 1,936 10-18 joules. Et ça, ce serait pour un seul électron. Et donc pour promouvoir tout un paquet d'électrons, on va multiplier par le nombre d'Avogadro. Donc on a des 10-18 joules par 10 puissance 23. Et donc on se retrouve avec 1 165 773 joules par mol, d'où 1166 kilojoules par mol. Notez au passage que dans l'énoncé, le par mol, il est implicite. Et ça, c'est pas terrible. Mais donc voilà, là c'est bien. L'énergie pour promouvoir un mol, c'est des kilojoules par mol. Nous allons
travailler sur la conversion des différents domaines. Parce que je voudrais que l'on prenne le temps, tranquillement, de regarder les énergies des différents domaines qui sont associés. Je vous ai mis une première ligne d'exemple. À partir de là, vous pouvez retrouver, et à partir de cette valeur-là, alors, ce qui vous manque, c'est le H. Alors, hop. Donc ici, hop, c'est insertion, zone de texte. Bien, voilà, déjà, c'est mieux. Donc, nous avons la constante de Planck. H, qui est 6,626,07004. Généralement, si vous mettez 6,626, ça devrait suffire. 10 puissance moins 34, c'est un chiffre ultra petit. Autant le nombre d'Avogadro, c'est le chiffre le plus grand qui existe au monde, autant là, on a un chiffre qui est extrêmement petit. Mètre carré par kilo, seconde moins 1, d'accord, divisé par des secondes. Et vous devez retravailler. Donc là, par exemple, vous avez ici des hertz, c'est des secondes moins 1. À partir de là, si vous multipliez H par nu, d'accord, vous multipliez ça par 9,99 10 puissance 8, vous avez l'énergie qui correspond. Donc ici, le but c'est de regarder l'énergie. Donc là, ce serait l'énergie d'un électron. Alors, hop. Vous devez reprendre en kilojoules par mol. Hop. Alors, si je voulais faire... Je vais reprendre Na aussi. Parce que souvent, quand je fais l'exercice... Hop là. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on a des hertz. Donc là, ici, vous avez la fréquence, nu en hertz. Les hertz, ce sont des secondes moins 1. Donc là, ici, on est en secondes moins 1. Je multiplie par H. Donc je multiplie quelque chose qui est en 10 puissance 8 par des 10 puissance moins 34. Ça va faire un chiffre qui est tout petit. D'accord, on sera à 10 puissance moins 26. Mètre au carré par kilo. Et on va ici multiplier après par Na, 10 puissance 23. Donc là, ici, on est sur quelque chose qui sera de l'ordre de quelques joules par mol. Et donc ici, on est sur... Donc là, par exemple, ils ont 3,99 10 puissance moins 4 kJ par mol. On peut passer en électron-volt. Et le passage de kJ par électron-mol se fait avec ce que l'on a vu tout à l'heure. Plutôt, donc là ici, hein, vous pouvez remarquer, vous avez le calcul, c'est-à-dire 9,99 10 puissance 8 fois H fois Na. Et on a des joules par mol. Des joules par mol, si on veut des kilojoules par mol, il faut qu'on multiplie par 10 puissance moins 3. Et il y en a donc, il y a 1000 fois moins de kilojoules par mol que de joules par mol. Donc là, on a 3,99 10 moins 4. On peut convertir ça en électron-volt et ça correspond en gros à une division par 100, hein, à peu près.
800, ça fait 874, un truc comme ça. Tu divises par 874 et tu retrouves les électronvolts. Pour avoir des nanomètres, ce que tu dois faire, c'est pas calculer l'énergie, mais passer de nu à C sur lambda. Quand tu passes de nu à C sur lambda, ce que tu veux, si c'est des lambda, c'est que tu vas faire lambda est égal à C sur nu. Donc tu prends cette valeur et tu prends C et tu divises par cette valeur. Et là, tu aurais un lambda en mètres. Donc à partir de là, Il vient où le C? Le C, c'est quoi? Ouais, le, j'allais demander justement. le C, c'est la vitesse de la lumière. Ah, ok, En bah, petite célérité, ok. Voilà. Donc c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et à partir de là, tu prends la vitesse de la lumière divisée par nu. Et alors, donc là, le problème, c'est que nu, par défaut, c'est... Enfin, si tu prends ta vitesse en mètres par seconde, tu auras donc une longueur d'onde en mètres. Si tu veux des nanomètres, d'accord, tu dois multiplier par 10 puissance 9. Et à partir de là, tu vas avoir quelque chose qui est inversement proportionnel. Vous voyez bien, hein, lambda, donc si on passe lambda de l'autre côté et nu de ce côté-là, donc lambda c'est C sur nu. D'où c'est inversement proportionnel et on multiplie par C. Quand là ça diminue, là ça va augmenter. Et en gros, le truc c'est que là on a des puissances, là on avait des puissances en nanomètres, et il y a des zones où ils ont commencé à dire, bon, ce qui serait pratique c'est que C on le laisse, on voudrait juste l'inverse de lambda, et on va faire des nombres d'ondes. C'est cette colonne-là. Donc, ici je vous montre ce que ça donne pour les autres. Les ondes radio, c'est les ondes qui ont le moins d'énergie. La fréquence est la plus faible. Plus tu montes, ça paraît, plus la puissance va augmenter. Donc là, ici, les ondes micro-ondes, c'est de l'ordre de 10-10. Infrarouge, 10 puissance 13, pas 10-10, 10 puissance 10. 10 puissance 13 pour l'infrarouge, 10 puissance 14 pour le visible, 10 puissance 15 pour l'UV, 10 puissance 18 pour les rayons X, 10 puissance 21 pour les rayons gamma. Ça veut dire que là, ici, par exemple, si là c'est à peu près 100 fois plus fort, ben là c'est 100 fois plus faible. Là c'est 1000 fois plus fort, c'est 1000 fois plus faible. Là c'est 10 fois plus fort, c'est 10 fois plus faible. Là c'est à peu près, c'est pas tout à fait 10 fois plus fort, mais on est justement dans un rapport d'à peu près 2 fois plus fort. Là ici tu gagnes de nouveau des puissances, bah, tu décales d'autant. Et ici, ils avaient fabriqué en fait un nombre d'ondes pour éviter de se trimballer. En gros, les infrarouges, c'est entre quelques dizaines de milliers à quelques milliers, et ils ont préféré utiliser des centimètres moins 1. Les centimètres moins 1, l'avantage des nombres d'ondes, c'est que eux, ils sont proportionnels à la fréquence. Vous pouvez voir que nu bar, c'est proportionnel à nu. Et c'est pas toujours facile de souvenir que c'est inversement proportionnel et de voir en fait comment ça évolue. Donc, si on voulait quelque chose qui était proportionnel à la fréquence, mais qu'on ne se trimballe pas les pourcentages, enfin les puissances associées, ils ont créé ce qu'on appelle les nombres d'ondes. Alors, en termes d'énergie, en kilojoules par mol ou plutôt en électronvolts, vous voyez que le visible, les électronvolts, c'est justement l'énergie qui correspond à peu près au visible. C'est-à-dire que le rayonnement visible, c'est 1, 2, 3 électronvolts. Donc quand on va dire, tiens, là c'est 0,5 électronvolts, c'est pratique quand on veut parler pour une unité justement qui est de l'ordre du visible, de l'UV, de l'infrarouge. C'est pas très pratique quand on a des grosses énergies, comme les rayons X et au-delà. Et c'est pas très pratique quand on est sur des radio-ondes. Donc les unités n'ont pas été créées pour faire chier le monde. Elles ont été créées pour nous simplifier la vie quand tu parles que d'un seul petit truc donné. C'est-à-dire que quand tu as un domaine, vous allez voir en infrarouge, on utilise toujours les centimètres moins 1.
En UV visible, on utilise les nanomètres. Et on va parler en unité quand c'est dans le visible en énergie en électronvolts, plutôt qu'en kilojoule par mol. Donc déjà, il y a une version historique, mais surtout, c'était un côté pratique. C'était des unités où il n'y avait pas de puissance, etc. Imaginez-vous qu'il y a 40 ans, c'était encore compliqué d'écrire des puissances dans les bouquins, et dans les graphiques, c'était pas facile d'avoir des graphiques dans les textes, etc. Et encore moins des dessins. Maintenant, honnêtement, écrire des puissances dans un tableau, ça pose pas de problème technique. D'accord? Alors, maintenant, discutons un tout petit peu des ondes radio ou des micro-ondes. Les micro-ondes sont des ondes beaucoup plus faibles en énergie que du visible. C'est-à-dire que quand tu pointes avec ton pointeur laser avec du rouge, du vert, etc., c'est beaucoup plus intense que si tu envoyais des ondes micro-ondes. Pourtant, le micro-ondes, il est capable de cuire. Alors que si tu mets ton pointeur laser, si tu mets plein de pointeurs laser sur ton steak, il sera jamais cuit. Donc vous comprenez que l'énergie, c'est pas tout. Il y a la durée d'exposition, et 2, ça dépend aussi de ce que ça provoque comme phénomène physique. Donc au-delà d'avoir déjà regardé à quelle énergie correspond chaque domaine, il serait bon, et nous allons faire le parallèle par rapport à ce qui se passe en chimie. Et d'essayer de comprendre dans chaque domaine qu'est-ce qui se passe à l'échelle moléculaire, pour comprendre déjà, comment après on peut l'utiliser pour caractériser et analyser la matière, et 2, pour comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans un micro-ondes par exemple, ou dans une onde radio téléphonique. Donc là c'est le point suivant, c'est les réservoirs d'énergie dans une molécule. C'est-à-dire que, allons regarder déjà les gammes d'énergie, et essayons de voir le parallèle avec les énergies des ondes. Dans une molécule, donc là je vous ai dessiné une molécule quelconque, le plus gros réservoir d'énergie, c'est l'énergie qui fait tenir les noyaux ensemble. Un atome de carbone, un noyau de carbone, c'est très très stable. Un noyau d'uranium, c'est naturellement radioactif, mais en soi le noyau, la cohésion du noyau est assez stable. Ce qui fait que d'ailleurs quand il casse naturellement, par radioactivité naturelle, ou alors quand on le force à se briser, ça va générer une énergie phénoménale. C'est ça qu'on appelle l'énergie nucléaire ou de cohésion nucléaire. C'est l'énergie qui fait tenir les protons ensemble. La colle entre les différents protons, alors que les protons sont des charges positives et qui ne se supportent pas, il y a en fait une interaction physique, une force physique qu'on appelle la force nucléaire. Il y a les nucléaires fortes et les nucléaires faibles, mais grosso modo, c'est ça qui fait tenir le noyau ensemble. Et ça, c'est une énergie énorme. À côté de ça, il y a les énergies des électrons. Les électrons, ce sont des charges négatives et ils sont attirés par les protons des noyaux, et notamment les électrons de cœur. Ceux qui sont les plus près des protons, ils ont une énergie assez énorme. Elle est 1000 fois plus faible que celle des cohésions nucléaires, mais c'est la plus gros réservoir d'énergie après. Là-dedans, c'est des énergies qui sont de l'ordre de la centaine ou du millier d'électronvolts. D'où, si on revient à la diapo d'avant, allô ? D'accord ? Donc, si on a par exemple le millier d'électronvolts, on est plutôt dans la gamme des rayons X. Si on veut quelque chose qui est encore beaucoup plus intense, vous voyez, c'est les rayons gamma. La gamme d'énergie de la cohésion nucléaire, c'est des rayonnements gamma. Et effectivement, les rayonnements gamma ne sont générés que lors d'étapes, on va dire, de fracturation nucléaire et de fission nucléaire qui sont associées à des bombes atomiques ou des centrales nucléaires. Les électrons de cœur, c'est plutôt les rayons X.
100 fois moins intense que les électrons de cœur, nous avons les électrons de valence. Donc, ce sont les électrons qui s'occupent de la chimie, c'est-à-dire en fait ce sont les électrons les plus hauts en énergie, c'est-à-dire ceux qui sont les plus susceptibles de réagir, c'est eux qui font la liaison, c'est eux qu'il est plus facile d'arracher, on va dire. Et là on est dans la gamme de quelques électronvolts, on est en fait dans le visible. À partir de là, si tu donnes 1000 fois moins d'énergie, tu es dans la gamme des infrarouges. Et ce que tu vas faire, c'est pas exciter les électrons, tu vas faire bouger les noyaux. Tu ne fais pas éclater les noyaux, tu les fais bouger. C'est-à-dire que ici, ta double liaison CO, là elle est représentée avec une distance, mais en réalité l'oxygène et le carbone se déplacent légèrement autour de leur position d'équilibre. Et ça, tu peux l'exciter avec un rayonnement infrarouge. C'est d'ailleurs cette sensation de chaleur qui est associée au rayonnement infrarouge. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être en plein hiver, en t-shirt manche courte, s'il fait bien soleil et que tu as des rayonnements solaires qui viennent sur ta peau, il y a une sensation de chaleur qui est en fait due au fait que le rayon du soleil envoie plein d'infrarouges. Les infrarouges vont faire bouger les atomes de ta peau, ça va les faire vibrer, et cette vibration va provoquer un échauffement, et ça va permettre de chauffer ta peau. Et il y a une sensation de chaleur qui est liée à ça. C'est là d'ailleurs ce qu'on appelle c'est comme ça que ça marche, les chauffages qu'on dit à chaleur douce. C'est-à-dire que le but du chauffage, c'est pas forcément d'augmenter la température de la pièce, mais c'est d'envoyer des infrarouges pour donner une sensation de chaleur. D'accord. Alors, si au lieu de faire vibrer les noyaux, tu donnes encore moins d'énergie, tu vas les faire tourner. Si on prend... Alors normalement, ça c'est là où je suis... Ah bah si, là, je suis... Mais normalement, je le fais debout. Mais si on va prendre une molécule d'eau, donc là, il faudrait regarder ma caméra. D'accord? Donc là, ici, ce point-là, ça va être l'oxygène. Ce point-là et ce point-là, c'est l'hydrogène. Quand on prend la molécule d'eau, ça, ce serait une vibration, par exemple, ou alors les liaisons OH qui bougent comme ça, et où ça, ce serait une rotation. C'est-à-dire qu'en fait, la molécule d'eau, elle reste telle qu'elle, c'est le même triangle, on va dire, et si tu la fais tourner comme ça, il y a une rotation de la molécule. Et c'est ça qui se passe quand tu envoies un micro-ondes. C'est-à-dire que quand tu fais des micro-ondes, ça fait bouger les molécules. Ils vont tourner autour de leur position d'équilibre. C'est pas une énergie phénoménale. Le problème, c'est que si tu le fais pendant longtemps, et pour des molécules, une seconde, c'est déjà long. C'est-à-dire que les transferts énergétiques, ça se fait en 10-15, 10-12 secondes. Quand ça bouge, c'est en nanosecondes, en millisecondes. D'où une seconde, c'est déjà 1 millier, 1 million de genres de transferts. Donc si tu le fais pendant 1 minute, c'est extrêmement long. Donc t'imagines que toutes les molécules d'eau bougent autour de leur position d'équilibre. Donc tout simplement, vous imaginez que vous êtes en train de bouger. Vous mettez 1 million de vous-même dans la pièce et vous faites frotter les uns les autres. Et ce genre de choses va chauffer autour, va provoquer des échauffements mécaniques autour des molécules d'eau. Et on va en gros, vous êtes en train de, entre guillemets, de faire chauffer artificiellement avec une énergie assez faible. C'est une technologie qui marche de façon phénoménale. Par rapport à un rapport qualité-prix, tu peux provoquer un échauffement qui simule une forme de cuisson. Alors c'est pas une vraie cuisson comme dans une poêle où tu vas faire des vraies réactions chimiques, tu vas apporter de l'énergie et ça va chauffer, tu vas caraméliser. Tu peux pas caraméliser dans un micro-ondes. Par contre, en fait, tu fais comme si tu faisais bouillir.
Et le truc, c'est que nous, il y a beaucoup d'eau dans notre corps. Donc si tu mets ta tête dans le micro-ondes ou près du micro-ondes, tu es en train de faire bouillir ton cerveau. Voici un exemple d'une technologie où tu as un phénomène qui correspond à une énergie faible en soi, mais ça provoque un effet mécanique qui, sur la longueur, est destructeur. Donc si on diminue encore en énergie et qu'on dit que ce sont des ondes radio, les ondes radio, normalement, ne provoquent pas vraiment de rotation de noyau, mais elles sont absorbées. Elles provoquent un phénomène. Et donc le fait que tu aies un phénomène à faible énergie, mais persistant parce que c'est 24 heures sur 24, ça peut provoquer des phénomènes. C'est pas très bien documenté, c'est pas extrêmement clair quel type de phénomène on a, mais c'est trop facile de dire ah ben non, de toute façon ça représente très peu d'énergie. Voilà. Donc, faut pas rester près d'un micro-ondes quand il chauffe. Ah non, d'ailleurs, dans les micro-ondes, normalement, tu as une plaque métal sur la vitre pour essayer que les micro-ondes, les ondes micro-ondes ne sortent pas devant, mais il ne faut pas rester devant et regarder un micro-ondes en train de travailler. Ouais. Ok. Et il faut pas mettre un chat dedans. Maintenant, c'est marqué dedans, mais il faut pas mettre un organisme vivant dans un micro-ondes. Bah, ça. Donc là, on en arrive à l'énergie de rotation des noyaux. Et en fait, il peut y avoir des phénomènes à des énergies encore plus faibles. Et là, il s'agit d'une caractéristique en mécanique quantique qu'on appelle le spin. C'est l'orientation du champ magnétique de la particule. Donc l'électron a un spin, les noyaux, certains ont des spins. Et on peut jouer avec leur énergie d'orientation. Et ça s'appelle les résonances magnétiques. Alors ça peut être la résonance paramagnétique électronique pour les électrons, ou la résonance magnétique nucléaire. C'est la RMN. Donc la technologie de RMN, ça va être d'envoyer des énergies très très faibles et de voir l'impact sur le champ magnétique des noyaux. C'est une énergie très faible. Par contre, comme c'est le noyau, nous, dans la technologie, on appelle ça la résonance magnétique nucléaire. Quand on a mis au point ce genre de technologie pour le vivant, où on va regarder par exemple le spin des molécules d'eau dans le corps humain, ils ont changé la technologie et ils ont enlevé le mot nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle l'IRM, l'imagerie de résonance magnétique. Et pour éviter de faire peur aux gens, de dire ah c'est un truc nucléaire qui ferait appel à la cohésion nucléaire, etc., qui est beaucoup d'énergie, et plutôt que de leur expliquer non mais en fait c'est du nucléaire mais c'est pas la cohésion nucléaire qu'on va toucher, c'est le spin des noyaux, ils ont tout simplement viré la partie nucléaire du mot RMM, pour fabriquer l'IRM. Mais en fait c'est une imagerie de résonance magnétique nucléaire. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un parallèle entre des phénomènes physiques et des gammes d'énergie, d'où il va y avoir un parallèle entre le domaine et ce qui va se passer dans la molécule. Donc ici, là, dans les rayons gamma, on va faire une excitation qui peut provoquer un changement dans la cohésion nucléaire. Donc, nous, on ne le fera pas. Et normalement, vous ne le ferez pas, à moins que vous travailliez dans la technologie dans le nucléaire. Le rayonnement X va provoquer une excitation et va perturber les électrons de cœur. Dans la partie visible et autour du visible, ça va être les électrons Est-ce de... que vous pouvez remettre le diapo en plus gros? Parce que moi, je l'ai pas en gros. Je sais pas si j'ai votre tête en gros, mais j'ai pas le diapo. Ah... Faut que tu recliques sur le diapo. J'arrive pas. Ah, ok, ça recharge. Non, c'est bon. C'est juste que moi qui bug, j'ai une mauvaise connexion. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Donc là, sur la partie visible, il s'agit d'une excitation
électronique. En dessous du visible, en termes d'énergie, on va arrêter d'exciter les électrons. Il n'y a plus assez d'énergie pour ça, donc on va en fait faire vibrer les molécules. Et en dessous, on va même faire vibrer, tourner les molécules. Alors, note importante, quand on va exciter, par exemple, si on fait une excitation dans le visible, on n'a pas assez d'énergie pour exciter un électron de cœur, donc on ne le fait pas. Par contre, il est probable qu'on fasse une excitation électronique et en même temps des excitations moléculaires et rotationnelles, vibrationnelles et rotationnelles. C'est-à-dire que là, ici, si tu donnes l'énergie correspondant à une excitation, plus quelques pouillèmes, et que ce pouillème correspond à une vibration moléculaire, tu vas provoquer les deux. Alors que si tu donnes par exemple que de l'infrarouge, et que ça correspond à une vibration moléculaire dans ta molécule, tu n'as pas assez d'énergie pour fabriquer en plus une excitation électronique. Par contre, ta vibration moléculaire peut tout à fait, si tu as un pouillème de plus, c'est-à-dire en gros, vous voyez, hein, la rotation c'est 10-2, 10-3. Si là tu donnes 10-4 en longueur d'onde, plus quelques pouillèmes d'énergie, donc là moi je suis en pouillème d'énergie, c'est vrai que là c'est des longueurs d'onde, mais donc ici si tu donnes la somme des deux, tu vas faire et une rotation et une vibration. Je vous explique ça parce que ça a un impact sur la forme des spectres, et on y reviendra. Donc pour l'identification, ce que l'on peut voir, c'est que les spectres qui vont regarder ce qui se passe dans une gamme de domaines précise, elle va correspondre à ce qu'il y a comme molécule. C'est-à-dire que si tu fais une vibration, et que à cette longueur d'onde, normalement, c'est les vibrations OH qui vibrent, s'il n'y a pas de OH dans ta molécule, il n'y aura pas de vibration à cette longueur d'onde-là. Si tu vas faire vibrer des liaisons CH, et qu'il y en a dans ta molécule, elle va absorber. Donc ici, par exemple, en bas, on a en fait le spectre infrarouge, et on a d'absorbance, là ici, ça veut dire c'est les CH aromatiques, on reviendra dessus. Il y a absorbance, ça veut dire qu'il y a des CH aromatiques. Sinon, il n'y aurait pas d'absorbance. Et si tu lui donnes pas exactement cette énergie-là, si tu lui donnes en dessous, il ne peut pas faire cet effet-là. Alors ici, il y a un effet. Et pourquoi il absorbe pas, là par exemple, ici, pourquoi il absorbe pas et pour faire ça, et le reste, il en fait autre chose? Parce qu'en fait, le reste là, entre 2000 et 2500 cm-1, c'est trop d'énergie pour juste faire de la vibration. La vibration, c'est un centième d'énergie. Donc en gros, si tu lui donnes ça plus ou moins un centième d'énergie, il va vibrer. Mais si tu lui donnes pas pile quelques centièmes, si tu lui donnes 10% de plus, il ne fera pas la transition. C'est ça qui est très important, c'est le lien avec la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il va absorber que ce qui correspond exactement à un phénomène physique. Si tu lui donnes 10% de plus, si les 10% ça correspond pas à un autre sous-phénomène physique, il ne pourra pas l'absorber. Donc, c'est très pratique, ça nous permet uniquement de mettre en avant les transitions qui existent dans la molécule. Et quand on donne de la RMN, donc là ici on a la RMN du proton et la RMN du carbone, comme c'est une énergie toute faible, on a des spectres très très fins. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à cette énergie-là et point barre. Et ça nous permet de vérifier les environnements chimiques, etc. très fins. Ça veut dire que l'analyse spectroscopique, c'est une façon d'identifier de façon certaine des composés. La réponse spectroscopique d'une molécule est unique au monde. Alors pas forcément sur, par exemple, que l'infrarouge ou que la RMN, mais si tu prends l'ensemble des techniques, sa fiche spectrale, elle est unique. Et ça nous permet de façon claire et nette d'identifier quel composé est associé à cette fiche-là. Donc voici ici la diapo 25 va permettre de résumer la partie spectroscopie.
La scopie, on va dire, on parle d'analyse spectroscopique parce qu'on forme un spectre et sur une gamme de fréquences. La spectroscopie qui demande le moins d'énergie, c'est la résonance magnétique nucléaire. On est dans la gamme du mètre et on est à 10-6, 10-7 électronvolts. Là, on va jouer sur l'orientation de spin nucléaire. Un peu plus intense, la résonance paramagnétique électronique, et c'est le spin électronique. On ne le traitera pas dans le cours ici, mais ça existe. L'absorption de micro-ondes, ça permet de faire tourner les molécules. On est dans la gamme des centimètres, d'accord? Et on est à 10-5 électronvolts à peu près, 10-4, 10-5. Et on ne va pas l'utiliser ici, nous, pour identifier nos molécules, mais c'est possible. On va plutôt utiliser la vibration dans les infrarouges, la spectroscopie IR ou infrarouge. On est dans le micromètre et on est dans le centième d'électronvolt. Et on va faire des vibrations des liaisons. Et on va mettre en avant les liaisons en les faisant vibrer. Il est possible d'exciter les électrons de valence. Donc là, c'est la spectroscopie UV visible. Et on a le premier TD où on travaillera un peu dessus. Mais pour analyser un composé, c'est assez peu utilisé. Et tout ce qui est électrons internes et électrons nucléaires, en fait, on ne va pas les utiliser. C'est juste là pour information. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous passez une onde radio, vous allez vous prendre quand même une centaine d'électronvolts. C'est quand même donc 100 fois plus intense que juste regarder, d'utiliser vos yeux, etc. Donc effectivement, notamment nous au laboratoire, on a une machine qui fait de la diffraction de rayons X, c'est-à-dire qui travaille sur la spectroscopie des rayons X, et la personne qui s'en occupe, elle a un badge qui compte en permanence la quantité de rayons X qu'elle a reçue, même si la machine elle est entre guillemets protégée, pour essayer de faire le point sur la quantité de rayons X qu'elle a eu. Et ceux qui travaillent dans les stations nucléaires, ils ont pareil sur les rayons gamma et rayons X. Nous, en pratique, on va détailler le spin nucléaire avec la RMN et la spectroscopie infrarouge. Et nous allons rajouter deux techniques possibles, qui elles sont appelées spectrométrie, parce qu'en fait on ne va pas analyser une gamme d'énergie, elles fonctionnent différemment. Il y a l'analyse élémentaire. L'analyse élémentaire, c'est celle que vous avez utilisée dans ceux qu'on fait un bac S, où généralement on dit il y a 12% de carbone, 20% d'hydrogène, etc. C'était la plus vieille technique que l'on utilisait, c'est celle où tu brûles tout. Et quand tu brûles tout, après tu vas par exemple, tout ton carbone ça devient du CO2, tu mesures la quantité de CO2, et tu vas avoir, après tu peux remonter sur la quantité de carbone qu'il y avait au départ. C'est une technique qui nous permet d'avoir une formule brute. À peu près on va dire. Ça marche bien pour le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène. Pour les métaux c'est plus compliqué, mais n'empêche que ça nous permet d'avoir une analyse par élément chimique. Ça ne nous donne aucune information sur la nature des fonctions chimiques. On sait juste la quantité de carbone, azote, oxygène, etc. Donc là, je vous ai mis une image. C'est lié par exemple à la composition élémentaire des poussières de type de la comète de Halley. Et ça nous permet de dire, ah ben tiens, il y a des hydrogènes, il y a des carbones, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a du silicium et du magnésium. Et c'est tout. Donc ça peut être intéressant, mais en termes d'analyse, c'est assez peu utilisé, nous, par exemple, dans l'environnement, pour essayer de dire, voilà, c'est tel polluant, tu ne pourras pas le savoir. Mais par exemple, dans l'eau, vous utilisez des trucs un peu similaires quand vous allez calculer le carbone organique total, par exemple. Quand vous avez des COT-mètres, ou quand vous allez chercher le carbone inorganique ou l'azote inorganique, bah, quelque part, en fait, vous allez principalement doser l'analyse élémentaire dans tel élément chimique.
Et après, si c'est de l'eau, vous en déduisez certaines notions. Par exemple, est-ce qu'il y a trop de composés azotés dans votre eau? Dans ce cas-là, il faudrait lancer la partie de traitement de l'azote. Donc l'analyse alimentaire, c'est sympa, mais pour identifier des composés précisément, ça ne sert pas à grand-chose. La spectrométrie de masse, par contre, ça, on l'utilise. On va utiliser... Donc, voilà, vous allez... je vais faire un petit topo là assez vite, mais l'idée générale, c'est on prend une molécule, on l'excite en lui donnant une grosse claque, c'est-à-dire en gros, en fait, on la bombarde d'électrons, quand on fait de la technique par impact électronique, on la bombarde d'électrons, et ça va arracher un électron de la molécule, ça va lui donner de l'énergie, et elle va se fracasser en morceaux. Et après, on pèse les morceaux, et on en déduit qui c'était entre guillemets, ou on essaye de reconstruire le puzzle après. Donc là, on a fini sur la partie, entre guillemets, les ondes, qu'est-ce qui se passe dans une molécule. On va rentrer dans un détail succinct des différentes techniques. On va refaire 5 minutes de pause. Y a-t-il des questions? Non, Non, ça va, de mon côté, c'est bon. Ok, donc il y en a au moins 2 ou 3 qui suivent. J'espère que les 17 autres ne sont pas en train de dormir. Je vous dis à dans 5 minutes, d'accord? À tout à l'heure.